J'en viens maintenant au point numéro 3 qui concerne la crise de l'euro, qui est une crise tellement grave que c'est probablement la crise terminale de la monnaie unique. De quoi s'agit-il ? Tout le monde sait qu'il y a eu les problèmes en Irlande, au Portugal, puis en Grèce. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fallu à chaque fois que la Banque centrale européenne et l'eurosystème interviennent en piochant dans le Fonds européen de solidarité financière, qui est un fonds qui a été doté de 440 milliards d'euros, avec des garanties qui sont, donc on peut appeler en garantie les engagements des différents États. Il faut savoir que l'Allemagne a mis dans ces 440 milliards d'euros 119 milliards de garanties, la France 89 milliards et l'Italie 79 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'en gros 27%, 21% et 20%. Là où maintenant la crise devient dramatique, c'est que c'est l'Italie et l'Espagne qui sont en cause. Alors les volumes maintenant à garantir sur la dette italienne ou la dette espagnole sont sans commune mesure beaucoup plus importants que ce qu'il y a avec la Grèce. Alors nous sommes confrontés à deux problèmes. Premier problème, pour venir en aide à l'Italie, il faudrait donc que le Fonds européen de solidarité financière intervienne. Mais d'abord, il a été largement utilisé déjà pour les deux pays précédents. Ça voudrait dire, si vous comprenez bien le système, que l'Italie, qui a donc un engagement de l'ordre de 79 milliards d'euros, intervienne et s'endette pour venir en aide de l'Italie qui est surendettée. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En réalité, l'Italie ne peut déjà même plus intervenir pour sauver la Grèce. Alors ça, c'est un des sujets qui est totalement caché à nos concitoyens dans les médias, c'est que d'ores et déjà, on ne sait même plus comment régler le fameux deuxième plan de sauvetage de la Grèce qui a été annoncé à grand renfort médiatique le 21 juillet dernier. Rappelez-vous, M. Sarkozy, M. Fillon, M. Barouin qui ont expliqué que c'était un accord historique. En réalité, cet accord n'est toujours pas bouclé et on ne sait pas comment on va pouvoir apporter des financements à la Grèce. Mais il y a un deuxième point, beaucoup plus grave. C'est qu'on ne sait pas non plus comment financer maintenant l'affaire italienne. Du fait des craintes nourries par les marchés financiers sur la qualité de la signature italienne, les taux d'intérêt sur les obligations italiennes sont devenus très élevés et on a craint que l'Italie ne tombe en défaut de paiement, donc en faillite. Le résultat, c'est que tout le monde s'est tourné vers la Banque centrale européenne en exigeant de la Banque centrale européenne qu'elle rachète, comme on dit, des obligations italiennes. Alors, ce sont des sujets très techniques et assez compliqués. Il faut en retenir quand même quelques grandes idées. D'abord, dans la presse, on dit qu'il faut que M. Trichet achète des obligations italiennes. C'est une façon, c'est un court-circuit. C'est une façon tout à fait simplifiée de présenter les choses. En réalité, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui rachète les créances, les obligations italiennes, c'est en réalité ce que l'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire non seulement la Banque centrale européenne, mais toutes les banques centrales nationales qui doivent racheter des obligations italiennes pour montrer qu'il y a de la demande sur ces obligations et donc faire baisser les taux sur les marchés. Le problème qui se pose, c'est que, sans entrer dans des détails techniques très compliqués, tout ceci signifie que non seulement la Banque centrale européenne, mais chaque banque centrale nationale, en achetant des obligations italiennes, est en train de dégrader rapidement la qualité de son bilan. Chaque banque centrale nationale est en train de grever son bilan de créances pourries. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'à terme, ces créances, si elles deviennent irrécouvrables, eh bien, ça sera la nécessité que de faire de la recapitalisation des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne pour des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ce système est fondé sur un principe de solidarité, c'est-à-dire que l'ensemble des pertes devront être mutualisées au niveau européen. Je note au passage, ce que personne là aussi ou presque personne ne souligne, que toutes ces opérations violent l'article 125
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoyait ce qu'on appelait une clause de no bail-out en anglais. C'est-à-dire qu'il était interdit par les traités, qu'un État et que donc des contribuables viennent au secours d'un autre État, puisque ça revient en définitive à faire payer par les Français les dérives financières des Grecs, puis des Italiens, puis des Espagnols. Alors nous avons en France un gouvernement qui se moque comme d'une guigne de l'intérêt financier des Français. Voilà. Le seul objectif qui est poursuivi par le gouvernement en la matière, c'est sauver l'euro à tout prix. Alors on voit en permanence se produire à la télévision ou à la radio des hommes politiques ou des experts ou des pseudo-experts qui viennent nous expliquer qu'il faut maintenant passer à un stade supérieur, qu'il faut que l'on devienne une espèce d'union fédérale, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Monsieur Borloo, il y a quelques minutes, vient d'annoncer qu'il veut une véritable révolution économique, que nous devons désormais passer à ci et ça. Le petit problème de tous ces gens-là, il est de deux natures. Premièrement, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Donc nous sommes dans un processus qui non seulement est illégal au regard du droit, au regard des traités internationaux, au regard de l'article 125 du TFUE, mais nous sommes également dans un processus totalement dictatorial. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour se transformer l'Union en une union fédérale et qu'on leur demande de payer de plus en plus pour les autres peuples. Mais il y a un problème plus important encore, si j'ose dire, c'est que tous ces experts et ces responsables politiques qui viennent parler à la radio et à la télévision viennent en fait engueuler les Français, passez-moi l'expression, sur le fait qu'il faudrait que nous soyons européens, mais ils ne vont pas voir les Allemands. Ce qui est en train de se passer, ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que l'Allemagne a dit non. L'Allemagne ne veut plus payer, parce que le gouvernement allemand défend les intérêts du peuple allemand. Alors évidemment, c'est un objet de scandale, semble-t-il, en France, qu'un gouvernement défende l'intérêt de ses nationaux, mais peu importe. Les Allemands ne veulent plus payer. Mais pourquoi tout ça ? Parce que, comme vous l'avez vu, nous avons affaire à un château de cartes. L'Irlande ne paye plus. C'est le Fonds européen qui intervient pour sauver l'Irlande. Puis c'est le Fonds européen qui intervient pour sauver le Portugal. Puis c'est le Fonds européen qui doit intervenir pour sauver la Grèce. Et puis c'est le Fonds européen qui doit intervenir pour sauver l'Italie. Et progressivement, la base de ceux qui payent se réduit. Et il va arriver un jour, c'est en tout cas ce que l'on craint à Berlin, et il n'y a plus que l'Allemagne qui soit obligée de payer pour tout le monde si la France, à son tour, est entraînée dans la tourmente. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que plus la situation se dégrade en Italie ou en Espagne, et plus le bilan de la Banque centrale française ou de la Banque centrale allemande, de la Bundesbank, est en train de se dégrader. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que les agences de notation envisagent que si nous prenons à notre charge les défauts, les obligations italiennes, notre dette publique devrait augmenter pour la France jusqu'à 112% du PIB et pour l'Allemagne jusqu'à 110%. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi M. Sarkozy essaye de faire passer le principe constitutionnel de ne plus augmenter la dette. Parce qu'on sait très bien en haut lieu que les Allemands ne veulent plus payer. Le gouvernement de Berlin, à plusieurs reprises au cours des semaines écoulées, a dit non, nous ne donnerons pas un centime de plus au Fonds européen de solidarité financière. Non, nous ne voulons pas payer pour l'Italie. Et on peut les comprendre, puisqu'en définitive, c'est bien d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui normalement devraient tout payer. Alors, pour résumer ce propos, on est dans la situation, en ce 10 août 2011, on constate que pour la première fois depuis un siècle, les taux d'intérêt sur, par exemple, la monnaie suédoise, qui est restée heureusement en dehors de l'euro, sont désormais moins élevés que sur la monnaie allemande. Ça fait un siècle. On constate que chaque semaine qui passe, les Allemands craignent de voir la dégradation de leur propre note, de la note de la signature souveraine allemande. Ils constatent la dégradation du bilan de la Bundesbank et ils constatent avec horreur que progressivement, c'est sur eux que va reporter tout le fardeau financier. Il n'en est pas question. La résultante de tout ça, sans vouloir trop m'avancer, c'est que nous sommes probablement en train d'assister à la volonté allemande de faire exploser l'euro en se retranchant justement derrière l'impossibilité que l'Allemagne a
de financer les autres pays. Il n'est pas du tout impossible que dans les semaines ou les mois qui viennent, l'Allemagne finisse par dire qu'elle ne peut plus accepter les transferts financiers venant des pays pauvres d'Europe, enfin des pays pauvres, des pays très endettés d'Europe, et qu'elle ne peut plus l'accepter. Si l'Allemagne décide de ceci, ça sera de facto la fin de la monnaie unique européenne, puisqu'on aura réintroduit des principes de non-convertibilité immédiate entre les pays membres. Voilà, tout ceci pour dire, excusez-moi de ces questions techniques, mais que si j'avais un pari à prendre, eh bien je dirais que c'est un pari audacieux, mais je dirais qu'il est assez probable qu'au cours des mois qui viennent, l'Allemagne cherche un moyen, pour ne pas apparaître comme la responsable, mais cherche un moyen pour sortir de l'euro et de la zone euro. Et donc je pense que la monnaie unique européenne voit maintenant ses jours comptés.